Pour commencer, du coup, merci à tous de participer à cette présentation. Donc, mon stage, j'ai réalisé mon stage du coup à INRAE dans l'unité éco-développement. Et la mission de stage était de rendre la démarche du diagnostic socio-technique utile et utilisable par les acteurs de territoire. Et pour ça, j'ai identifié des voies d'amélioration et de diffusion de la démarche par la mobilisation du diagnostic des situations d'usage. Donc, pour commencer pour vous présenter le stage, donc je vais commencer par la partie contextualisation. Ensuite, je vous présenterai la méthodologie de travail. J'aborderai ensuite les résultats du stage, puis quelques exemples de recommandations. Ensuite, je passerai sur la discussion de la méthodologie mise en œuvre et je finirai par une conclusion. Donc, pour commencer avec la contextualisation, donc pour ceux qui ne connaissent pas le projet Bicreative et qui n'appartiennent pas à ce projet, donc c'est un projet qui vise à réduire voire supprimer l'usage des pesticides dans une dizaine de territoires en France, en collaboration avec les acteurs de territoire qui accompagnent des transitions vers des systèmes agroalimentaires durables. Et donc, pour ce faire, le projet s'articule en 3 grands packages ou axes de travail. Qui vise à comprendre qui sont ces acteurs de territoire et les freins et les leviers à l'innovation, créés pour la conception d'innovation et pour évaluer les solutions conçues dans le WP2. Donc ensuite, toujours cette partie contextualisation, pour aborder rapidement le diagnostic socio-technique, que je nommerai DST dans la suite de la présentation. Donc, ce diagnostic socio-technique s'utilise dans le cadre d'une démarche de conception d'innovation et s'inscrit dans le cadre du WP1. Il sert à identifier les freins et leviers sociotechniques au processus d'innovation. Et pour ce faire, il s'articule en 5 étapes. La première, délimiter le système. La seconde, cartographier les acteurs et les technologies, qui s'inscrit dans le cadre d'une phase d'analyse inductive. L'étape 3, comprendre les déterminants des pratiques, qui s'inscrit dans le cadre d'une phase d'analyse élémentaire. L'étape 4, caractériser les freins et les leviers à l'innovation. Et l'étape 5, partage du diagnostic, qui s'inscrivent tous deux dans le cadre d'une phase d'analyse transversale. Et il faut savoir que ce diagnostic, ce DST, il permet d'identifier les verrouillages et les mécanismes de renforcement qui peuvent conduire à des freins au sein du système d'acteurs, mais également identifier les leviers, c'est-à-dire les leviers, c'est-à-dire les leviers qui peuvent aider à identifier les technologies permettant de résoudre le problème et de comprendre le positionnement des acteurs afin d'identifier leur implication dans l'activité diagnostique et dans la gouvernance du processus. Donc ensuite, pour aborder la partie méthodologie de travail que j'ai mise en œuvre, donc pour commencer, mon stage s'inscrit dans le cadre d'une démarche. Le diagnostic, le DST, actuellement, il est exclusivement à destination des scientifiques et l'objectif serait de le rendre utile et utilisable par les acteurs du territoire. Et pour ce faire, c'est donc comment le rendre utile et utilisable pour ce type d'acteurs. Donc, dans un premier temps, j'ai voulu étudier d'autres outils portant sur les jeux d'acteurs et les dynamiques territoriales, afin de voir quels sont les concepts mobilisés et comment ils permettraient une lecture des jeux d'acteurs et des dynamiques territoriales, afin d'apporter des éléments pour faire évoluer la démarche de DST. Donc, par rapport à ces outils, c'est donc quelle est la diversité des outils diagnostiques rencontrés. Parmi ceux-ci, quels sont les plus pertinents et quelles sont les situations d'usage associées. Dans un second temps, j'ai voulu m'intéresser aux utilisateurs potentiels de la démarche de DST, avec quels seraient leurs besoins, leurs attentes et leurs difficultés. Et ensuite, de manière concrète, c'est comment rendre la démarche de DST utilisable par des non-scientifiques. Donc, quelles modifications seraient à apporter à la démarche et quelles ressources et situations d'usage existantes sont favorables ou non à la mise en œuvre du DST. Et donc, pour ce faire, j'ai structuré mon travail autour de 3 axes. Les outils existants identifiés portant sur les jeux d'acteurs et les dynamiques territoriales, les mises en œuvre du DST et la formulation de recommandations. Toujours dans le cadre de cette démarche générale, donc mon stage s'inscrit dans un projet de conception participative au sein duquel les concepteurs, qui sont également des utilisateurs, cherchent à étendre l'usage de la démarche à d'autres types d'acteurs qui sont des acteurs de territoire. Et donc, pour ce faire, j'en suis venue à mobiliser le diagnostic des situations d'usage, que je nommerai DSU dans la suite de la présentation.
Et donc, pour ce faire, j'ai cherché à étudier les situations d'usage du DST et des autres outils identifiés portant sur le jeu d'acteurs et dynamique territoriale pour une diversité d'utilisateurs. Ainsi, j'ai structuré mon travail en 3 étapes. Une phase de recherche, une phase d'analyse et une phase de recommandation. Et cette phase de recommandation m'a permis de formuler des recommandations pour rendre utile et utilisable la démarche de DST pour des acteurs de territoire. Ensuite, en ce qui concerne les acteurs et les moyens mobilisés dans le cadre de cette méthodologie de travail, donc j'ai mobilisé 3 moyens. Le premier, les entretiens semi-directifs, afin de comprendre le contexte d'usage, les retours d'expérience et les enjeux identifiés. Et donc, dans le cadre de l'analyse du DST, les acteurs concernés étaient des diagnostiqueurs, des porteurs scientifiques et des acteurs de territoire. Et pour les autres outils, ils concernaient les concepteurs. Ensuite, le deuxième moyen est l'observation participante. J'ai cherché à caractériser la prise en main de la phase d'exploration du DST par les utilisateurs actuels. Et les acteurs présents les acteurs présents lors de cette réunion étaient des porteurs scientifiques encadrés par la porteuse méthodologique. Et le troisième moyen est l'atelier participatif qui visait à identifier les utilisateurs potentiels du DST ainsi que leurs attentes et leurs besoins. Et 3 types d'acteurs présents lors de cet atelier étaient des diagnostiqueurs, des porteurs scientifiques et des acteurs de territoire. Donc, en fait, dans la suite de la présentation, notamment par la partie résultats et recommandations, j'ai décidé de me centrer sur donc, les entretiens semi-directifs et plus précisément par rapport au DST et sur l'atelier participatif. Mais si besoin, je pourrais revenir dans les questions sur l'observation participante et les autres outils. Donc, pour commencer, j'ai cherché à analyser à une échelle assez globale, à une échelle territoriale, les situations d'usage des différents travaux dans les cas d'études par rapport à un contexte du coup d'études. Donc, ainsi, j'ai utilisé les entretiens semi-directifs, donc les données collectées dans ce cadre-là, sur 4 cas d'études dans le cadre du projet Bicreative, plus 1 pour un des cas d'études du projet Interlude, qui vise à peu près au même objectif, mais plutôt axé sur les productions et les données. Ainsi, pour les différents cas d'études, j'ai observé des différences, notamment en termes de contexte de territoire. En effet, soit c'était plutôt centré sur les problèmes de santé des sols, qui se traduisaient par une gestion de la matière organique des sols, soit plutôt axé autour de l'élevage, au niveau des problèmes de disponibilité des aliments ou de déclin de l'élevage. De plus, les différents travaux avaient pour objectif finaux plutôt sur une échelle de l'exploitation agricole, soit plutôt une dimension filière, soit une dimension politique. Et ces différents travaux réalisés sont au nombre de 2 ou 8. Leur objectif est divisé en 2, soit un état de diagnostic de territoire, soit la conception d'innovation. Et dans tous les cas, la réalisation du DST est réalisée par un étudiant sur une durée de 6 mois. Donc, l'ensemble de ces différences permettent de voir une adaptation de la démarche de DST à différents contextes de territoire qui traduisent une capacité à le déployer à grande échelle. Ensuite, dans un second temps, j'ai cherché à identifier les situations de mise en œuvre du DST dans des cas d'études, donc là, dans une échelle beaucoup plus restrictive. Donc pour ça, pareil, j'ai utilisé les entretiens semi-directifs, 2 cas d'études enquêtés, plus 1 dans le cadre du projet Interlude. Donc au niveau des différents cas d'études, on observe des différences au niveau de la réalisation des étapes de la démarche. Certains le font plutôt de manière linéaire, tandis que l'autre mettent en œuvre les étapes de manière plutôt non linéaire. Les difficultés rencontrées sont de type, soit par rapport au concept de guide, soit par rapport au usage des outils proposés. Ces diagnostiqueurs, du coup, ça les a conduits à utiliser plutôt des outils qui étaient hors du guide méthodologique. D'autre part, les compétences et les connaissances qu'ont acquis ces diagnostiqueurs soient plutôt axées sont différentes selon leur formation initiale, soit plutôt des connaissances en agronomie, soit des compétences en réalisation d'enquête. Les questions qui se sont posées les diagnostiqueurs sont 3 ordres, soit la mise en œuvre du DST, soit les objectifs du DST, soit son propre cas d'étude. Et d'autre part, les ressources mobilisées. Donc pour les ressources mobilisées, donc il y a des échanges
avec les acteurs qui gravitent autour du DST, soit des porteurs scientifiques, soit des acteurs de territoire, soit les porteurs de la méthodologie. La bibliographie concerne soit la méthodologie du DST, soit les pratiques agricoles propres au cas d'étude. Et le troisième point, c'est que l'ensemble des entretiens simili-actifs réalisés par ces diagnostiqueurs ont été réalisés avec des acteurs du territoire. Et donc, l'ensemble de ces différences observées dans la mise en œuvre du DST par les diagnostiqueurs dans les cas d'étude permet de mettre en évidence une adaptation de la démarche de DST à différents profils d'utilisateurs, qui permettrait notamment potentiellement une adaptation du coup à des acteurs de territoire. Ensuite, j'ai voulu revenir sur une échelle un peu plus globale qui est la mise en œuvre potentielle du DST par différents acteurs et donc par rapport à une activité de travail. Donc, pour ça, j'ai réalisé un atelier participatif au sein duquel il y avait 14 participants. Donc, cet atelier participatif m'a permis d'identifier les situations d'usage potentielles de la démarche de DST, mais également les utilisateurs potentiels. Donc, pour commencer, différentes questions pouvaient être soulevées, dont par exemple, à quoi correspondent les technologies révélatrices et quelle est leur activité. Ça a été évoqué par les acteurs de territoire. Et par les porteurs scientifiques, on a par exemple quelle est la réussite d'un projet de territoire à partir des freins et des leviers identifiés. Un autre point évoqué, c'est, j'ai pu remarquer les difficultés potentielles pour les deux types d'acteurs, soit par exemple un manque de compétences et de connaissances pour la mise en œuvre du DST, soit un problème de neutralité des acteurs et territoires, étant donné qu'ils ont une position dans le cadre de ce territoire, ça crée un problème de légitimité des acteurs pour mettre en place potentiellement la démarche de DST. Et les différents acteurs présents ont évoqué également des propositions, donc de par exemple montrer l'intérêt de la démarche dû aux divergences d'intérêts au sein d'un territoire qui peuvent nuire à la bonne mise en œuvre de la démarche. Et un autre point intéressant, ce serait de l'adapter à la question de l'eau, et ça se recoupe en fait avec les utilisateurs potentiels de la démarche, qui seraient donc des acteurs autour de la question de l'eau. Et de plus, lors de l'atelier participatif, il a été évoqué la volonté que ça s'adapte également au PAT et donc à des acteurs autour de la thématique alimentaire. Donc l'ensemble de ces résultats me permettent de proposer des recommandations. Donc ces recommandations permettent d'une part pour les concepteurs d'améliorer le guide à destination des scientifiques et d'autre part construire le guide à destination des acteurs de territoire. Donc, pour ce faire, j'ai organisé mes recommandations en 3 catégories, opérationnel, fonctionnel et cognitif. Opérationnel, c'est quelles sont les contraintes que les utilisateurs rencontrent dans la mise en œuvre de la démarche de l'outil. Donc, par exemple, parmi les recommandations, il y a insérer un préambule synthétique sur la construction du guide afin de permettre aux différents diagnostiqueurs de mieux comprendre comment ça s'articule et de mieux s'approprier le guide pour mettre en place la démarche. Et d'autre part, c'est de questionner également les concepteurs sur quelle est l'importance réelle des outils proposés dans le guide, étant donné qu'ils sont très peu utilisés par les diagnostiqueurs. Le second point, fonctionnel, qui correspond à comment les utilisateurs prennent une décision et quelles fonctions ils attendent de l'outil pour les aider dans cette prise de décision. Donc pour ça, c'est par exemple insérer des retours d'expérience et montrer les liens avec une étape de conception d'innovation. Ces 2 éléments permettent de montrer l'utilité de la démarche de DST et son efficacité d'action. Et le troisième aspect, c'est cognitif, c'est-à-dire quelle représentation et interprétation les utilisateurs ont des jeux d'acteurs et des dynamiques territoriales par rapport aux problèmes à résoudre. Donc, par exemple, ça se traduit en termes de recommandations par représenter les concepts sous forme schématique afin que les diagnostiqueurs et de manière générale les acteurs ont beaucoup de mal à percevoir le sens des concepts. Donc, le fait de le représenter sous forme schématique, ça permet de mieux voir comment s'articulent ces différents concepts et donc avoir une vision d'ensemble des concepts et de mieux s'approprier les concepts. Et donc, si ce n'est pas suffisant, identifier les prérequis nécessaires pour qu'ils puissent mettre en œuvre un DST. Et selon les prérequis nécessaires, proposer ou non une formation en avant de la mise en œuvre de la démarche.
Donc, ces recommandations, donc voilà les recommandations. Maintenant, pour discuter un peu sur la méthodologie mise en œuvre et commencer par les limites. Donc, les améliorations possibles pour lever les limites seraient, par exemple, avoir un nombre d'enquêtes similaires par cas d'étude, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, ce qui permettrait d'avoir le même niveau de détail pour chaque cas d'étude. De plus, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de réaliser des triangles d'activité pour une prise en compte d'une dimension plus globale qui serait l'activité de manière globale des acteurs, en prenant notamment en compte l'organisation du travail, la communauté et les règles. Et d'autre part, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de réaliser un atelier participatif des acteurs autour de la thématique alimentaire afin de percevoir leurs attentes et leurs besoins pour une mise en œuvre potentielle du DST et aussi pouvoir comparer la thématique alimentaire avec celle de la qualité de l'eau. Enfin, comparer les attentes et les besoins des différents utilisateurs. D'autre part, maintenant, en ce qui concerne les intérêts de la méthodologie mise en œuvre, donc, premier point, le fait d'avoir étudié les situations d'usage des différents types d'utilisateurs m'a permis une adaptation plus proche des besoins et des attentes de chacun. D'autre part, les moyens de collecte utilisés sont diversifiés, ce qui permet d'avoir une richesse en termes de recommandations. Et ensuite, la mobilisation du DSU a permis de formuler des recommandations pertinentes sur la base de l'étude des situations d'usage de la démarche de DST. Et donc, en conclusion, on peut dire que les axes 1 et 2 de travail ont permis d'identifier les différences au niveau des différents travaux réalisés dans les cas d'études en termes de contexte de territoire, d'objectifs finaux et de travaux réalisés, au niveau des autres outils repérés en termes de notions, jeu d'acteurs, freins, leviers, au niveau des techniques et outils pour caractériser le territoire et les acteurs, et en termes de mise en œuvre des différents outils. De plus, la mise en œuvre actuelle et potentielle du DST permet de mettre en évidence les différences dans la réalisation des étapes de la démarche, au niveau des difficultés rencontrées, des outils et des ressources mobilisées, des propositions faites à propos de la démarche par ces différents utilisateurs, au niveau des questions que ça peut soulever et des compétences et des connaissances acquises par les utilisateurs actuels de la démarche. Et donc, ces deux axes permettent du coup d'amener au troisième axe qui est les recommandations et qui se traduit selon 4 aspects: des éléments rajoutés dans le guide, des moyens mobilisables pour les différentes étapes, l'élargissement de la démarche à d'autres thématiques et des appuis complémentaires au guide pour la mise en œuvre du DST. Et donc, pour conclure, on peut dire que la mobilisation du DSU permet de mettre en évidence que cet outil, le DSU, est un outil robuste par ses capacités à s'adapter à des outils comme le DST qui s'inscrivent dans un cadre d'un processus d'innovation. Cependant, le guide a été construit pour construire des outils traitant de problèmes agricoles à l'échelle de l'exploitation agricole et du système de culture. Et donc, il dit des objets plus... Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que vous avez des problèmes de réseau aussi?